Bonjour mes amis. Le cancer des seins touche aujourd'hui une femme sur 9 avant l'âge de 75 ans, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez la femme. Chaque année, plus d'1 million de nouveaux cancers de sein sont diagnostiqués dans le monde, dont près de 200 000 en Europe. Avec plus de 59 000 nouveaux cas en France, le cancer de sein est placé en premier rang des cancers chez la femme. Selon les données de l'Institut national des cancers et celles de Santé publique France de l'année dernière, le cancer de sein est la première cause de mortalité chez la femme. Plus de 12 146 décès ont été attribués à ces cancers. Cependant, s'il est dépisté à un stade précoce, le cancer de sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. D'où l'importance de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre par quel mécanisme le cancer survient, les facteurs favorisant, les symptômes, les différents traitements et surtout l'intérêt de dépistage précoce. Merci de partager cette vidéo et surtout abonnez-vous massivement car c'est gratuit afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Un cancer du sein résulte d'un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Cette tumeur devient de plus en plus grosse, comprime les organes, donc les organes voisins, mais peut aussi se déplacer vers d'autres organes via le sang ou la lymphe et coloniser d'autres organes que le sein. On parle alors de métastases. Il existe différents types de cancers du sein qui n'évoluent pas de la même manière. Certains sont agressifs et évoluent très rapidement, tandis que d'autres plus lentement. Sachez que dans la majorité de cas, le développement d'un cancer du sein prend plusieurs mois ou plusieurs années, d'où l'importance de se faire dépister. Le sein est également appelé glande mammaire. Le sein est composé de 3 éléments. Il y a la graisse, des lobules qui ont pour rôle de produire le lait en période d'allaitement et enfin des canaux. Des canaux de lactation ou galactophores qui transportent ensuite le lait vers le mamelon qu'on appelle familièrement téton. La glande mammaire, dont le sein, est entourée d'un tissu de soutien constitué de fibres, de graisse et de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Vous savez, quand on parle de lymphatique, c'est des ganglions qui ont pour mission de combattre les infections au niveau des aisselles, de clavicules et thorax. Ces tissus mammaires sont influencés par des hormones sexuelles fabriquées par les ovaires et produites par les femmes en quantité variable tout au long de leur vie, en commençant par la puberté, la grossesse et l'allaitement. Ces hormones sont l'œstrogène qui entraîne la croissance des seins de la puberté à l'arrivée de règles et de l'ovulation. Et la deuxième, c'est la progestérone qui sécrète juste avant l'ovulation et sert à préparer l'utérus pour une grossesse. Cela étant, avec les années, le sein se transforme. Les tissus perdent leur tonicité à la ménopause. Vous savez, la ménopause qui est une période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et des disparitions des règles entre 45 et 55 ans. Les glandes mammaires ou le sein s'atrophient car elles ne sont plus stimulées par les hormones de cycle menstruel et la graisse devient le principal constituant du sein. Il y a principalement 3 formes de cancer des seins les plus fréquemment rencontrées. Il y a les carcinomes qu'on appelle in situ ou carcinome canalaire, qui est le plus fréquent. Il se forme à l'intérieur des canaux de lactation. Diagnostiqué tôt, ce cancer est très bien soigné. On parle même de 9 cas sur 10 guérissables. En revanche, sans traitement, ces cancers non agressifs au départ peuvent se développer et se propager à l'extérieur des canaux de lactation et devenir invasifs ou agressifs. En deuxième position, il y a le cancer lobulaire, qu'on appelle aussi cancer infiltrant. Celui-là est invasif.
Il se forme dans le lobule et ces cellules cancéreuses traversent le paroi et se développent dans le tissu environnant, ce qui conduit à la formation de métastases. Et en troisième position, il y a les cancers, les carcinomes inflammatoires, qui sont rares. Ils se situent en surface, au niveau de la peau, qui ont pour signe le sein rouge, le sein enflé, le sein chaud avec aspect de peau d'orange. Et il y a aussi la maladie de Paget du sein, caractérisée par une petite plaie au niveau de mamelon qui ne guérit pas. Cette plaie est souvent associée à d'autres cancers du sein. Le diagnostic du cancer de sein est une étape clé permettant la prise en charge de la maladie. Lorsque l'anomalie est détectée à la palpation, la mammographie est systématiquement prescrite. La mammographie permet d'obtenir des images de l'intérieur du sein à l'aide des rayons X et de mettre en évidence le cancer de petite taille à un stade précoce, avant l'apparition des symptômes. La durée de l'examen est de 5 à 10 minutes. Il est conseillé par contre de faire la mammographie après le règle pour faciliter les images. Deuxième examen, c'est l'échographie, qui permet de caractériser plus précisément la nature des lésions repérées par mammographie. L'examen est indolore aussi, qui dure moins de 30 minutes. Si une anomalie est repérée, d'autres examens sont prescrits, tels que le prélèvement biologique, la biopsie percutanée, dans le but de confirmer les diagnostics de cancer du sein. La biopsie a lieu sous anesthésie locale et d'autres examens peuvent être aussi demandés selon votre gynécologue. L'autopalpation ou l'auto-examen du sein ne remplace pas la mammographie, mais peut permettre à découvrir certaines tumeurs. Bien entendu, il existe une méthode d'auto-examen du sein. Vous êtes sous la douche et vous avez l'habitude de vous laver la poitrine. Vous retirez le gant de toilette et vous le faites à main nue en utilisant la main opposée au sein et en faisant rouler le gland mammaire, c'est-à-dire le sein sur le torse, comme ça. On peut faire ce geste en appliquant le lait de beauté ou la crème hydratante pour le corps. C'est une habitude à prendre tous les jours. Toute sensation inhabituelle, par exemple présence d'une boule fixe ou mobile, une zone dure, une rougeur, doit être signalée à votre gynécologue ou à votre médecin traitant afin de repérer une éventuelle anomalie. Le cancer de sein ne présente pas toujours de signes, surtout au début de la maladie. Cependant, voici quelques symptômes que j'ai retenus. Présence de boules dures dans le sein, fixes ou mobiles. Un écoulement des mamelons. Ne pas confondre l'écoulement des mamelons quand on allait. Une rétraction du mamelon, c'est-à-dire le mamelon qui se retourne vers l'intérieur. La peau de sein qui s'épaissit, qui durcit ou qui rougit, doit être signalée. La déformation du sein, changement de la couleur de la peau autour du mamelon, d'aspect de peau d'orange avec présence de chaleur autour. Et le dernier signe ou symptôme, c'est l'apparition de ganglions au niveau des aisselles. Cela étant, en cas de présence de ces signes, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou votre gynécologue, car ces symptômes peuvent aussi correspondre à des pathologies bénignes. Seul votre gynécologue pourra faire la différence grâce aux examens complémentaires demandés. Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Cependant, dans la plupart des cas, il est difficile, voire impossible, d'expliquer les raisons de son apparition. Néanmoins, il existe deux catégories de facteurs de risque. Il y a le facteur de risque interne, appelé aussi facteur de risque établi, parmi lesquels il y a l'âge et le sexe. D'une manière générale, le risque de développer un cancer de sein est augmenté avec l'âge.
D'ailleurs, près de 80% des cancers de sein se développent après 50 ans. Quant au sexe, 99% des cancers de sein surviennent chez la femme. La prédisposition génétique fait partie aussi de ces facteurs internes et les antécédents familiaux. 20 à 30% des cancers de sein surviennent chez des femmes dont au moins un cas de cancer de sein a été diagnostiqué dans la famille. Maintenant, parmi les facteurs de risque externes de cancer du sein, les facteurs liés à l'environnement, aux conditions et modes de vie. Nous avons en tête de liste la consommation d'alcool et le tabagisme. Selon une étude récente, il est pensé que le cancer de sein chez la femme de plus de 30 ans est attribué à la consommation d'alcool et du tabac. 2. Il y a la durée d'exposition aux hormones féminines, avec en particulier la prise de certains traitements après la ménopause. Il y a les règles précoces, donc les règles qui arrivent avant 12 ans. Il y a la ménopause tardive, donc après 50 ans. Il y a parmi les risques aussi l'absence de grossesse ou absence d'allaitement. Il y a l'exposition à des radiations médicales. Par exemple, les gens qui ont eu beaucoup de radiothérapie au niveau du thorax peuvent développer un cancer de sein. Il y a l'exposition aux produits chimiques. Il y a le travail des nuits. Les femmes qui travaillent beaucoup des nuits sont aussi à risque par rapport au cancer de sein. Et il y a le surpoids ou l'obésité pendant la ménopause surtout. Les glandes mammaires existent chez l'homme, mais sont très peu développées. Ce qui fait que le cancer représente moins de 1% de tous les cancers de sein. C'est un cancer rare qui atteint les hommes. Comme dans beaucoup de cancers, le risque augmente avec l'âge. Les hommes qui ont plus de 60 ans sont à risque. Les hommes obèses, la prédisposition génétique, là on parle de la mutation génétique, le BRCA2. Il y a l'alcool, la gynécomastie, c'est le développement exagéré de sein chez l'homme. Et il y a la cryptochidie, qui est une ablation où quand les testicules ne descendent pas. Il y a les oreillons à l'âge adulte. Et les signes. Les signes, c'est la présence de rougeurs ou de boules au niveau de la poitrine. Il y a l'ulcération et surtout il y a la rétraction mammaire, c'est-à-dire que le mamelon qui se retourne vers l'intérieur. Souvent les hommes développent le cancer qu'on appelle carcinome canalaire infiltrant. On recense environ 1000 cas par an en France, ce qui représente 1% des cancers du sein qui touchent l'homme. Par rapport à la prévention, plus le cancer est détecté tôt, plus la prise en charge sera efficace. Il est conseillé de pratiquer une activité physique régulière, c'est-à-dire même une marche une demi-heure par jour, afin d'éviter le surpoids et d'entretenir son corps. Se faire dépister tous les 2 ans après 50 ans. Éviter le stress. Manger équilibré et sainement. Ne pas fumer et de limiter sa consommation en boissons alcoolisées. L'association tabac et pilule augmente le risque de cancer de sein. De ce fait, certaines femmes menant une vie saine sans tabac ni alcool développent aussi, malgré tout, un cancer de sein. Donc, le tout, c'est de faire attention. Mais la prévention, comme je vous ai dit, la prise en charge de cancer de sein par rapport à la mammographie est prise en charge 100% à partir de 50 ans. Et c'est prise aussi en charge quand on a des antécédents familiaux. Donc, comment ça se passe le dépistage? Le dépistage s'adresse à toutes les femmes, comme je viens de vous le dire, de 50 à 74 ans. Donc, la radiographie de sein, qu'on appelle mammographie, est prise en charge tous les 2 ans, précédée par un examen clinique, une palpation de la poitrine.
Il existe aujourd'hui de nombreux traitements pour lutter contre le cancer du sein. Cependant, des traitements sont adaptés au cas par cas. Il arrive parfois qu'un seul traitement ou un seul type de traitement soit utile et nécessaire. Dans d'autres cas, une association des traitements est bien pour maîtriser la maladie, pour par exemple réaliser une chirurgie et la compléter ensuite avec une radiothérapie. Cela étant, le choix des traitements s'est fait par une équipe pluridisciplinaire allant de gynécologues, oncologues médicales, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, pathologistes, psychiatres, psychologues, spécialistes des douleurs, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, diététiciennes et assistants sociaux, en associant bien entendu la patiente à la décision. Les traitements le plus souvent utilisés en première instance est la chirurgie, qui a pour objectif d'enlever les tissus atteints par les cellules cancéreuses. Deux types de chirurgies sont effectuées. La première, c'est la chirurgie mammaire conservatrice, appelée tumorectomie ou segmentectomie, qui consiste à retirer la tumeur et une partie des tissus avoisinant la tumeur de manière à conserver la grande partie du sein de la patiente, dès que cela le permet. Et le deuxième type de chirurgie, c'est la chirurgie mammaire non conservatrice, appelée mastectomie, qui consiste à retirer la totalité du sein, y compris l'aréole et le mamelon. Les ganglions peuvent également être enlevés par le chirurgien si nécessaire. Après la chirurgie, il y a beaucoup d'autres traitements envisagés. Il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie, il y a l'hormonothérapie et surtout aujourd'hui on parle de la thérapie ciblée. En conclusion, des facteurs de risque du cancer de sein ne reposent pas sur une certitude absolue. En effet, une personne ayant un ou plusieurs facteurs de risque peut ne jamais développer le cancer, alors qu'en revanche, une personne n'ayant aucun facteur de risque peut être atteinte d'un cancer du sein. Cela étant, plus le cancer de sein est détecté tôt, plus il se soigne facilement et plus les chances de guérison sont élevées. Le cancer de sein fait l'objet d'un programme national de dépistage organisé, prise en charge 100% à partir de 50 ans, afin d'être détecté précocement et d'en réduire la mortalité. Nous soutenons le Ruban Rose octobre 2020 qui célèbre la 27e campagne d'information sur le dépistage précoce et de lutte contre le cancer du sein. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait toujours en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.